Bonjour chers auditeurs du Dialogue franco-russe. On va commencer cette session distancielle aujourd'hui pour après reprendre notre activité habituelle pour tout le monde, les formats d'interview et de conférences. Aujourd'hui, nous avons décidé de rassembler les témoignages des Français vivant et travaillant à Moscou pour répondre à plusieurs questions que nous recevons au Dialogue franco-russe concernant la vie en Russie, l'état d'esprit des Russes, et des étrangers qui restent en Russie et qui continuent leur activité professionnelle, et cela souvent malgré des pressions. Euh, je rappelle que la Russie est le pays le plus sanctionné au monde en ce moment, mais son économie ne s'est pas effondrée pour autant. Et je rappelle également que les entreprises étrangères ont finalisé à peu près 200 ventes d'actifs russes entre mars 2022 et mars 2023, dont environ 20% valaient plus de 100 millions de dollars, d'après la Banque centrale russe. Et on connaît très très bien cette affaire toute récente de Heineken. Le retrait de Russie lui a coûté 300 millions d'euros. On va parler un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, avec nous, donc, nos trois invités que je vais présenter à nos éditeurs, mais vous les connaissez peut-être. On va commencer par Alexandre Stefanesco, qui est un entrepreneur qui est installé en Russie depuis 2008, fondateur du cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement Atsal et fondateur de Ruspatriation. On va en parler plus tard en détail. On a Gilles Rémy, actionnaire et administrateur de sociétés russes, qui connaît très très bien le marché en Russie et pas seulement, et qui connaît très bien le dialogue franco-russe également. Et Hubert Gallard, notre nouvel invité, qui n'est pas encore, n'a jamais été encore invité au dialogue franco-russe, président de Barnes Moscou. Merci beaucoup à vous tous d'être là parmi nous. On va commencer par peut-être Alexandre. Pourriez-vous décrire pour nos auditeurs, ceux qui vraiment sont intéressés par la vie quotidienne en Russie, la situation économique dans laquelle vous vivez depuis 18 mois, et moi je parle au début de l'opération spéciale qu'on définit les Russes ou la guerre en Ukraine comme on dit à l'Occident, sachant que vous tous aviez subi le choc du Covid auparavant. Bonjour, merci Irina. Bon, on va dire que 18 mois plus tard, si on peut dire comme ça, les choses sur le point de vue économique se passent plutôt beaucoup mieux que beaucoup de gens ne l'avaient prévu. On va dire que l'économie de la Russie s'est pas effondrée du tout. Donc, on a eu une baisse du PIB de, je crois, d'un peu plus de 2% sur 2022, de un peu moins de 2% sur le trimestre 1 2023, et puis une hausse de 4,9% sur le trimestre 2 2023. Alors, c'est 4,9 en rapport au trimestre de l'année précédente. Donc, mais on va dire que la Russie retrouve la croissance, croissance faible, mais c'est de la croissance. Et donc, on va dire que du point de vue économique, l'absorption des 13 500 sanctions, je crois, c'est passé mieux qu'attendu, mieux que prévu. Je crois que c'est une surprise même pour les autorités russes. C'est une surprise pour tout le monde. Tout le monde s'est un peu trompé, visiblement, sur cette situation. Donc, du point de vue économique, on va dire que les choses se passent plutôt mieux qu'attendu et beaucoup mieux qu'attendu, sans doute. Donc, la vie de tous les jours, en tout cas pour les gens qui habitent dans les grandes villes russes, la campagne, c'est encore moins impacté, mais en tout cas dans les grandes villes russes qui sont plutôt dépendantes de l'économie tertiaire et plutôt dépendantes, et étaient dépendantes plutôt du business lié à l'Europe, on va dire que la vie n'a pas beaucoup changé en fait. Certes, il y a certaines marques qui ont disparu. On n'a plus Ikea, on n'a plus Zara. Certes, c'est un peu plus compliqué le prix des voitures chinoises. Quoique là, ça commence à baisser, donc il y a eu des tensions sur le prix des voitures. Ce qui est vraiment impactant pour les gens qui sont concernés par les sorties de Russie, c'est les avions. Puisqu'il n'y a plus de vol direct vers l'Europe, il faut passer par des pays tiers. Bon, ça concerne 15% de la population de Russie. Donc, globalement, du point de vue de la vie de tous les jours, de la sécurité, de la vie, de l'ambiance, de l'atmosphère, il y a peu de choses qui ont changé. Une nouveauté, c'est les drones. Donc, quand on est en Russie, à Moscou, je souris, mais c'est pas très drôle, hein. Quand on est à Moscou ou dans les grandes villes russes du sud du pays, effectivement, il y a régulièrement des drones qui tombent. Alors, à Moscou, banlieue de Moscou, ils font des dégâts matériels limités. Dans le sud du pays, il y a des morts. Il y a des civils qui sont tués. Ça arrive régulièrement. Donc, ça, c'est une nouvelle réalité de regarder en l'air et pour certaines personnes d'apercevoir des drones ukrainiens qui se baladent et qui tombent sur des immeubles. Mais globalement, on va dire que avec la dimension de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on va dire que non, la vie de tous les jours en Russie a très peu changé en fait.
Mais les produits qui manquent aux Russes, on nous dit tout le monde que les Russes, surtout dans la région, ils vivent très mal. Il y a les produits de quotidien qui sont partis. Est-ce vrai? Ben non, non, on trouve quasiment tout. De toute façon, il y a beaucoup, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de produits qui n'arrivent plus en direct, mais qui passent par des pays tiers. Donc, de toute façon, si vous voyez les exportations allemandes vers le Kyrgyzstan, je crois, hier soir, j'ai vu une statistique, ça a augmenté de plusieurs centaines de pourcents, vers des pays comme l'Arménie aussi. Donc, non, on trouve quasiment tout. Il y a de l'IKEA qui est produit sous marque blanche maintenant par des boîtes russes. Donc, globalement, on manque de rien, on trouve tout. On a le Coca-Cola avait disparu, mais on a de nouveau du Coca-Cola par Dubaï ou le Kazakhstan. Et on a de plus maintenant les analogues qui avaient été lancés pour faire face, par exemple, à la disparition d'un produit tel que le Coca. Donc, on a plutôt plus de produits. Donc, dans la vie de tous les jours, dans la consommation, non, on trouve tout. On trouve effectivement, on a plus Zara. Voilà. Bon, bah, si c'est la conséquence principale, ça va. C'est pas très grave. En ce qui concerne la communauté française, Gilles Rémy, déjà, en quoi consiste votre activité, puisque vous travaillez avec les Russes depuis des dizaines d'années? Comment vivent-ils cette période d'isolation européenne, d'après vous? Et comment vit la communauté française? Est-ce qu'il y a une différence de perception et surtout parmi vos collègues qui sont restés sur place? Ouais, alors très clairement, il y a un avant et après février 2022, hein, très clairement. En ce qui concerne la communauté française, comme toutes les communautés étrangères, enfin occidentales, elle s'est réduite. Les premiers qui sont partis principalement sont les cadres des très grandes entreprises et sont restés ceux qui avaient un enracinement fort et qui étaient des entrepreneurs et qui avaient des liens familiaux, etc. Mais je n'ai pas les statistiques qui d'ailleurs doivent pas être communiquées. Mais effectivement, on le constate dans nos réunions diverses de la communauté française, une forte réduction. Ces départs sont des départs subis. Personne n'avait envie de quitter la Russie. Je crois que les Français qui y vivent sont très heureux. La qualité de la vie est de haut niveau. Comme l'a dit Alexandre, effectivement, le rien ne manque. On trouve absolument tout dans les magasins. Et à la grande surprise, parce on s'est tous trompés, alors plus ou moins, parce qu'il y a ceux qui délibérément pensaient et souhaitaient un effondrement de l'économie russe. Et là, je crois on a vécu un moment, enfin, je veux dire, très fort historiquement, c'est que ce pays qui accumule un record de sanctions internationales, finalement, non seulement tient le coup, mais également tient en termes d'inflation, qui est complètement maîtrisée, qui sera inférieure probablement à l'inflation en Europe et en France, mais également à retrouver une production industrielle, en partie militaire, mais dans tous les secteurs en croissance, et aura une croissance globale qui sera supérieure à celle de la France notamment. Et ça, c'était absolument plutôt inattendu. Et ce nous amène aussi à considérer que même si on vit, on fait nos affaires en Russie, on n'avait pas conscience que finalement, l'économie russe, c'est peut-être l'économie la plus résistante au monde. Je ne vois pas quel pays aurait pu subir tant de sanctions et arriver à tenir le coup, et même plus que tenir le coup. Et ça veut dire qu'on doit avoir un autre regard sur l'économie russe, qui est une économie, contrairement à ce qu'on nous raconte, qui est beaucoup plus diversifiée qu'on l'imagine, qui est très souveraine. Alors il est vrai que ces sanctions, si elles étaient intervenues il y a 10 ans, aussi massivement après la Crimée, les effets auraient été désastreux, mais le pays, en 10 ans, s'est reconstruit une agriculture extrêmement compétitive, et puis à diversifier, parce qu'il y avait cette reconquête de la souveraineté économique fait que la Russie, elle est très, très, très largement autosuffisante. Et même des grandes économies comme la Chine ne pourraient pas se permettre de subir ce type de sanctions, parce qu'elles sont beaucoup plus ouvertes que sur le monde et beaucoup plus dépendantes du monde, autant et notamment en termes d'exportation. Et la Russie est donc est un cas. Et donc pour l'activité, alors je disais qu'il y avait un avant et un après février 2022. Évidemment, pour les activités de sociétés comme la mienne qui est présente sur le marché russe depuis pratiquement 70 ans, c'est tout à fait autre chose.
Aujourd'hui, nos affaires, les affaires de Sifal Russie, qui est devenue une société russe indépendante, ne sont pratiquement plus liées à la France ou au marché européen, mais se sont redéployées en termes de sourcing, en termes d'échanges sur d'autres pays, ce qui correspond d'ailleurs à la réorientation de l'économie russe vers les autres continents. Je pense pas seulement à l'Asie, hein, il y a l'Amérique latine et il y a l'Afrique, effectivement. Donc on vit un autre monde avec une surprise pour ceux qui sont attachés à la Russie, avec une certaine satisfaction pour la Russie et pour son peuple, c'est que la Russie tient le coup et tient très très bien le coup. Oui, apparemment, elle tient le coup. Elle n'est pas isolée comme on nous prédisait, puisque sur le plan international, avec l'émergence des BRICS, on ne peut pas dire que le pays est isolé. Mais vu la proximité, qu'on ne peut pas nier la proximité entre les Russes et les peuples européens, est-ce que cette isolation culturelle, je dirais, pour les Russes qui ne peuvent pas plus aller en Europe ou avec beaucoup de difficultés, est-ce que ça sent les esprits des Russes, c'est comment maintenant? Alors, bon, déjà, le fait de voyager en Europe, c'est une minorité de Russes, hein. Alors, c'est vrai que quand on vit à Moscou, on est plus en contact avec des gens qui voyageaient beaucoup. J'ai pensé, après le début de l'opération militaire, qu'effectivement, il y allait avoir un décrochage de cette classe moyenne qui aurait pu dire, mais où est-ce qu'on nous entraîne et une forme de contestation, ou en tout cas. J'ai été très surpris par une espèce de patriotisme que je n'attendais pas, hein, de la part de ces milieux-là. Et alors, il y a un esprit de fatalité certainement, mais aussi le fait de se dire, bah, finalement, il n'y avait pas d'alternative, ou c'est comme ça. Voilà. Et donc, un certain nombre de Russes continuent à voyager, malheureusement moins en Europe. Euh, on l'a dit, on n'a pas en Russie ce sentiment d'isolement. Je parle de l'ensemble des Russes global, parce que on voit bien que le monde change à une vitesse considérable. Et vous avez parlé de BRICS, c'est un phénomène là aussi complètement historique. Et quand je vois la presse française, c'est dans les pages intérieures. C'est aujourd'hui le monde qui pivote. On l'a vu avec l'Afrique, on le voit avec la multitude la diplomatie très active russe, mais également la délégation qui arrive à Moscou, le retour d'ailleurs des touristes chinois. Non, il n'y a pas de sentiment d'isolement, il y a simplement un sentiment de gâchis, de regret, parce que la Russie est européenne, la Russie est attachée à l'Europe, et que l'Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est une civilisation, et donc la Russie n'a pas décroché de sa civilisation, même si effectivement les liens économiques, politiques, diplomatiques à l'avenir seront prioritairement développés avec d'autres que nous, avec d'autres que l'Europe. Merci Gilles. Hubert, vous êtes présent sur le marché immobilier russe depuis, dites-moi depuis quand déjà? Depuis 4 ans, nous sommes sur Moscou. Et donc, vous avez un petit peu touché le Covid et là, février 2022, avez-vous des doutes concernant l'éventuel départ pour quitter la Russie? Alors, nous n'avons pas eu de doute au niveau de quitter la Russie parce que sur le marché local, ça marche plutôt bien. Malgré les évolutions, avec le Covid déjà, on a une réorientation des acheteurs et des vendeurs, c'est-à-dire le marché s'est orienté un peu vers la périphérie de Moscou. On a fait énormément de transactions sur les banlieues comme Rublovka ou Noveliga. Et sur les régions périphériques, les régions comme Krasnodar, Anapa, Sochi, Gelendzhik. Et avec le début de l'opération spéciale, ben, ça s'est amplifié en fait. On essaie de travailler beaucoup avec l'Europe, surtout Paris, parce qu'on a la majorité de nos bureaux qui sont à Paris. Paris, la Suisse, l'Angleterre, Londres. Et en fait, comme les Russes réagissent vraiment très, très, très vite, on a été obligé de suivre cette réaction et on s'est orienté sur le Moyen-Orient, sur l'Asie-Pacifique, sur la Turquie. C'est des marchés qui ont énormément progressé compte tenu de l'évolution du marché des Russes, des attentes des Russes. Donc, on a été obligé de s'adapter.
D'accord, donc c'est la résilience également des étrangers qui se trouvent en Russie. Euh, on va revenir vers vous, Hubert, parce on vous voit pas très bien, mais je pense que l'image, elle va peut-être... voilà. C'est mieux? Attendez. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux? Je vais récupérer, je vais revenir vers Alexandre. Alexandre, on a parlé au début de votre projet qui s'appelle Russe Patriation. Et c'est en fait un défi en quelque sorte, et un défi passionnant parce que vu le nombre de clichés en même temps qui entourent la Russie, euh, pourriez-vous en parler un petit peu plus de votre projet? Est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il faut maintenant expatrier en Russie? En fait, oui, bien sûr. En fait, c'est dans la continuité de ce que Gilles a dit tout à l'heure, on va de surprise en surprise, et de bonne surprise en bonne surprise. Mais il faut bien comprendre que le lancement de l'opération spéciale n'a pas en quelque sorte brisé les grandes tendances lourdes et fondamentales. C'est-à-dire que Ruspatriation, c'est un module que j'ai créé pour accompagner des particuliers qui, à partir de 2020, principalement des Français, des Belges ou des Suisses, avaient des projets d'aller en Russie. Alors, pour y vivre, pour y travailler, chercher un emploi, par passion pour le pays, pour des raisons sentimentales, pour des raisons personnelles, culturelles, les raisons sont variées. Donc, effectivement, aller en Russie, c'était compliqué. Et puis, quand il y a eu le Covid, c'était encore plus compliqué. Et par conséquent, moi, j'ai fait un module d'accompagnement qui me permet de créer des parcours particuliers pour chaque personne, pour leur permettre de réaliser leur projet réussi. Et en fait, l'opération spéciale a mis un arrêt à tout ça, parce qu'évidemment, tout le monde s'est un peu demandé ce qui allait se passer. Il y a eu des complexités sur le plan bancaire, etc. Mais c'est reparti de plus belle lorsque les gens qui sont intéressés par la Russie pour des raisons personnelles ou professionnelles, peu importe, se sont aperçus que plausiblement tout cela, ça allait durer, que ça allait pas s'arrêter en 6 mois et que par conséquent, la vie devait continuer. Donc, de la même façon que les Russes en Russie ne vont plus, vont moins en Europe depuis 18 mois, bah, pendant le Covid, ça a été 2 ans. Ça n'a pas coupé la Russie de l'Europe pour autant et de la civilisation européenne. Donc là, je pense que ce qui se passe, c'est une espèce de bosse. Mais globalement, moi, je ne crois pas à un découplage civilisationnel de la Russie de son identité européenne. Par contre, effectivement, je pense à une réorientation économique forte vers d'autres zones du monde. Et donc, les Français qui veulent accompagner ce mouvement, ils se trouvent, et c'est une surprise même pour moi, hein, pour rien vous cacher, il y en a de plus en plus, en fait. Et donc, depuis à peu près début 2020, j'ai été contacté par plus de 1000 personnes, une grande partie que j'ai accompagnées. Et là, en 2023, pour être très transparent, je ne peux plus faire face à la demande. Donc, je vais proposer des solutions automatisées prochainement parce qu'il y a énormément de gens qui veulent venir voir ce qui se passe en Russie maintenant, en fait. Il y a des touristes que j'ai croisés récemment, il y a des gens que j'ai accompagnés, il y a des gens qui veulent venir voir ce que c'est après 13 500 sanctions, à quoi ça ressemble. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il était stratégique, d'un point de vue économique, tout simplement d'avoir un pied maintenant, de mettre un pied maintenant dans cet autre côté du mur, dans un sens. Donc, au vu du pivot rapide, comme disait Gilles, qui s'opère, effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent stratégique, et je suis d'accord avec eux. C'est bien d'avoir maintenant un pied dans cette partie du monde. Et les BRICS, c'est une réalité. Mais le seul BRICS européen, c'est la Russie. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même énorme, hein, le nombre de personnes qui veulent. Et c'est vrai que moi aussi, je reçois beaucoup de demandes et parfois, je vous les envoie d'ailleurs. Pas 1000, mais quand même, chaque mois, je reçois des demandes. Et moi, la question, c'est plutôt l'immigration, future immigration de travail. C'est plutôt réimmigration avec les familles. Quel type de personnes s'adresse à vous? Alors, le contingent principal qui s'adresse à moi, c'est des gens qui ont un projet réussi. C'est généralement encore des hommes, quoique je suis très surpris d'avoir énormément de femmes françaises, de femmes françaises issues de l'immigration, euh, qui sont intéressées par faire leur vie en Russie. C'est beaucoup des femmes célibataires. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont des motivations, on va dire, économiques slash et idéologiques. Et il y a effectivement un nombre croissant de couples. Donc, généralement, c'est papa français et maman russe qui vivent en France depuis 25, 20, 25, 30 ans et qui décident de repartir en Russie. Il y a des gens que j'ai accompagnés d'ailleurs, notamment au point de vue scolaire, pour la rescolarisation des enfants. Et pour vous dire la dimension que ça prend, c'est que sur un site comme Profi, qui est un site donc, sur lequel on peut trouver des professeurs de russe ou des professeurs de langues étrangères en Russie, désormais, il y a une section, ce sont des professeurs russes, de langue russe, qui se spécialisent dans la
rééducation des enfants russes à l'étranger qui sont scolarisés dans des systèmes scolaires français, italiens ou autres, et qui font des podgotovka, donc des préparations à ces enfants pour leur future rescolarisation en Russie. Donc, il y a une telle demande de mamans russes d'Europe à se préparer à revenir en Russie que désormais, il y a des professeurs qui préparent les enfants au système scolaire russe en vue de leur future expatriation. Donc, il y a vraiment une énorme demande et un flux, mais c'est considérable, de Russes d'Europe, de couples franco-russes ou de Français même, de gens qui envisagent leur avenir lié avec la Russie. Autant que je sache, ce ne sont pas les femmes qui manquent à la Russie, donc il faut peut-être plus faire venir les hommes et les couples, c'est bien. Et en termes de métiers, quels sont les métiers recherchés par la Russie? La Russie a besoin de qui? Parce que je me souviens très très bien, et on s'est vu avec vous, on a fait connaissance avec Alexandre il y a une quinzaine d'années à Moscou, et à l'époque, la Russie avait besoin des managers, des top managers, invités, hollandais notamment, vous vous souvenez, et européens. Maintenant, est-ce que ça a changé depuis? Quel type de métier est recherché? Alors, c'est compliqué. On va dire que jusqu'à l'opération spéciale, il y a une forte russification des équipes en global, en général, dans les entreprises européennes. Donc, en gros, on a sorti les Européens non fondamentaux et on les a remplacés par des Russes en local. Ça, c'était la grande dynamique qui a concerné tous les groupes étrangers. Effectivement, les Russes ont plus en plus vite appris et ont eu de moins en moins besoin de managers étrangers, comparé à il y a 15 ans. Mais on va dire qu'il y avait encore besoin d'étrangers pour des postes techniques, pour de tout ce qui est lié à de l'équipement complexe. Par contre, depuis le 24 février 2022, là, il y a une autre tendance qui s'est développée. C'est déjà qu'on est sur un marché pénurique, mais là, ça s'est aggravé. C'est-à-dire qu'il y a quand même à peu près, aujourd'hui, je pense, entre 500 et 600 000 hommes russes de 18 à 50 ans qui sont sur le front, donc sur le front en Ukraine. Il y a à peu près autant, je pense, c'est moins qu'attendu, parce qu'on a maintenant les chiffres des pays comme la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, donc les chiffres publics montrent qu'en fait, le flux de départ qui a été évalué comme colossal est moins important que prévu, mais on l'évalue entre 500 et 600 000 personnes. Donc, il y a sans doute 1 million, peut-être un gros million, principalement d'hommes, pas seulement, mais principalement d'hommes, en moins sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de gens pour travailler dans la plupart des entreprises russes ou étrangères ou chinoises. Moi, je travaille dans le recrutement, donc je recrute pour les entreprises. Et je fais comme Gilles, je me suis orienté vers des clients d'autres zones du monde que l'Europe. Beaucoup d'entreprises de Dubaï, de Chine qui viennent aujourd'hui recruter des profils russes. Mais il y a vraiment aujourd'hui un manque de capital humain à recruter parce qu'il y a 1,5% des actifs qui sont soit hors du pays, soit sur le front. Donc, il manque de tout. Et on a des statistiques concernant les Russes qui sont partis. Il y a des flux qui rentrent et qui sortent où on n'a pas d'informations. Ici, on a les statistiques consultables. Je vais les publier prochainement sur 2022. C'est les statistiques de compte en banque et de permis de séjour ou d'entreprises ouvertes par des citoyens russes dans les pays d'immigration, donc la Turquie, la Géorgie, l'Arménie. Et par exemple, voilà, la Géorgie, on parlait de 100 000 personnes, il s'avère que c'est un peu moins de 50 000. Donc, ça donne une image, à mon avis, réelle de ce qui se passe sur des pays comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont hors du territoire russe, notamment dans le secteur de l'IT, de l'informatique, mais qui continuent de l'étranger à travailler pour des groupes russes. C'est le cas d'Yandex, qui a envoyé, je crois, 800 développeurs en Serbie, il y en a 600 ou 800 en Israël. Donc, il y a des entreprises d'État qui ont sorti leur staff, leurs employés importants pour éviter tout risque. Gilles, pour revenir à ce qu'a dit Alexandre, et vous avez dit tout à l'heure, en ce qui concerne le business européen, est-ce qu'il y a encore l'espoir que le business, à un moment donné, va revenir sur le marché russe ou tout sera pris? Je pense la situation sera très très différente de ce qu'on a pu voir. Bon, qui peut prédire aujourd'hui la levée des sanctions? Je pense que déjà combien de temps va durer cette guerre, on n'en sait rien. Elle risque d'être longue. C'est ce qui se dit de chaque côté. Et donc, il n'y a rien à attendre avant 2025-2026. Un retour des grands groupes, je pense que ça se fera non pas par des nouvelles implantations directes, mais par des coopérations industrielles.
je veux dire, aujourd'hui, la Russie n'a pas les mêmes besoins qu'il y a 10 ou 15 ans. L'économie s'est considérablement modernisée. Et je pense que de toute façon, dans les secteurs stratégiques, la confiance est définitivement rompue de part et d'autre. Et je pense que la coopération économique avec les pays occidentaux sera réduite au niveau strictement nécessaire, indispensable. Donc je pense que c'est pas ça l'avenir. Il y aura évidemment un rebond inévitable, mais je pense que tout le monde tirera les leçons de l'histoire et ça sera un autre monde qui se créera, qui s'ouvrira. Plusieurs marchés ont dû s'adapter aux nouvelles conditions que vous avez dit, et notamment le tourisme qui a été basculé déjà lors du Covid. Et je rappelle chaque fois, pas chaque fois, mais souvent, que les touristes étrangers peuvent toujours venir en Russie, mais c'est plus compliqué parce que c'est plus cher, il n'y a plus de vol direct. J'ai lu récemment qu'à peu près 11 régions russes ont reçu le financement pour développer le tourisme intérieur dans le pays. Hubert, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concernant le marché intérieur de tourisme en Russie? Alors nous, on a assisté à un véritable développement du tourisme, surtout sur les régions, comme j'ai dit tout à l'heure, de Krasnodar, tout ce qui est autour de Anapa, Sochi, Gelendzhik, mais aussi du Caucase. Les prix de l'immobilier dans le Caucase se sont relativement envolés. Ce qu'on pouvait acheter il y a encore 3 ans en arrière, les prix ont été multipliés par 5, voire par 10 sur des endroits un peu bien situés. L'Altaï aussi, la région de l'Altaï aussi, c'est en train de bien se développer, et tout ce qui est autour du Baïkal et un peu de l'Oural. Donc, c'est vrai que le plus gros frein, en fait, le plus gros frein à voyager à l'étranger, c'est le manque d'avions et la difficulté pour voyager. On est obligé de passer soit par la Turquie, soit par Dubaï. Je crois qu'il y a des lignes qui sont ouvertes avec Alger, mais pour voyager en partant en départ de Russie, si c'est pas vers l'Asie ou le Moyen-Orient, c'est devenu vraiment difficile. Surtout pour ceux qui n'ont pas de VNG ou de double nationalité, c'est vraiment très, très compliqué. Vous encouragez vos compatriotes à venir comme touristes en Russie en ce moment? Ah, moi, je les encourage. Je les encourage vraiment pour qu'ils voient la réalité, qu'ils s'aperçoivent. Je rejoins les opinions de Stéphane et de Gilles. Rien n'a vraiment changé. J'ai eu l'occasion de voyager. Alors, c'est pas seulement à Moscou. J'ai vécu 10 ans à Saint-Pétersbourg et j'ai l'occasion de voyager énormément en Russie. Et je vois que depuis 20 ans, tout a vraiment évolué, quelle que soit la région, les infrastructures routières, enfin, toutes les infrastructures ont vraiment évolué. Et tant au niveau de la sécurité, de la propreté, de la facilité en général, et puis du coût de la vie. Parce que Moscou, c'est une ville que je mets au niveau de New York, de Paris, avec la sécurité en plus, avec la propreté en plus, et un coût de vie qui est bien plus bas, bien plus modeste. Donc, j'encourage tous mes compatriotes, tous mes amis à venir visiter la Russie, même en ce moment. C'est un petit peu la question à tout le monde. Comment voyez-vous le développement, évolution, ou peut-être pas le déclin de nos relations sur le long terme? C'est-à-dire entre, pas seulement la France et la Russie, mais entre l'Occident, l'Europe et la Russie. Alexandre, peut-être? Je le savais. Euh, Moi, je pense que bon, si j'en prédire l'avenir, mais je pense que on est revenu à la chute du mur, c'est-à-dire que on est revenu, à mon avis, à une confiance vraiment réduite à peau de chagrin entre les Russes euh, et les Occidentaux. Et la France n'est pas en bonne position. Donc, je pense on est revenu à confiance zéro. Je pense que les relations, si elles repartent, vont repartir vraiment à vitesse réduite et à minima. Et je pense que ça va rester comme ça pour longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait des changements peut-être politiques forts en Europe.
Mais pour l'instant, je pense que l'espèce de bloc occidental, Amérique, Union européenne, on va dire, il est de facto très soudé sous la domination américaine. Et je pense que tant que c'est comme ça, en fait, le retour à la normale avec la Russie sera impossible. Et la Russie, de facto, eh bien, elle est contrainte et elle y arrive pour l'instant très très bien en 18 mois. Faut imaginer tout ce qui s'est passé en 18 mois. À tisser des liens, pour le coup, pragmatiques, efficaces avec un tas de pays. Et on s'aperçoit, de façon vraiment surprenante, parce on va de surprise en surprise, on s'aperçoit qu'il y a un nombre considérable de pays dans le monde qui sont presque peut-être contents de cette situation et en quelque sorte, qui sont contents de pouvoir rejoindre ce qui est en train de se préconfigurer, à mon avis, qui est l'émergence d'un immense bloc non occidental. Donc, je pense qu'on va vers une guerre fraîche ou froide, on va dire, et à mon avis, des relations à minima entre, on va parler de ce qui est important, la France et la Russie. Malheureusement, mais je pense que c'est comme ça. Merci Alexandre. Gilles, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense que d'une part, je pense que cette guerre, elle se terminera quand les Américains auront décidé de siffler la fin du jeu tragique. Mais la grande victime, ça sera l'Union européenne. Et donc la France, membre de l'Union européenne, parce que les Russes ont bien compris que Bruxelles avait plutôt mis de l'huile sur le feu. Ce qu'on se constate d'ailleurs maintenant, même y compris par rapport à la politique américaine. Et donc, très clairement, les Russes ont compris que tout se décidait à Washington et que c'est ça c'est pas nouveau, hein, mais aujourd'hui c'est plus évident que jamais. Et donc là, je pense que les relations avec ce qui restera, c'est l'Union européenne, je sais pas à quoi elle ressemblera, je sais pas quels sont les rapports. Est-ce que l'Allemagne et la France vont continuer à s'aligner sur des positions qui sont celles de la Pologne ou de pays-baltes qui ont leur histoire particulière? Je pense qu'il y aura de grosses évolutions en Europe qui détermineront, mais de toute façon, la Russie privilégiera la relation bilatérale, prioritairement avec les États-Unis, et ensuite avec les pays qui voudront bien effectivement avoir une politique étrangère indépendante. C'est ça qui sera la caractéristique, je crois, de la reconstruction des relations internationales avec l'Europe. Hubert, et vous, qu'est-ce que vous pensez de la Russie et de la France? Ben moi, je rejoins l'opinion de Gilles. Je pense que c'est la France qui va le plus souffrir de cette situation parce qu'on a été victime justement on a suivi le jeu américain et malheureusement, je pense que tout a été fait et ça a été bien fait d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas vraiment plus de rapprochement entre l'Europe et la Russie. Ça aurait été un bloc trop puissant d'un côté, l'industrie allemande, et d'un autre côté, l'énergie et les ressources quasiment indéfinies de la Russie. Donc, je pense que ça va être compliqué. Je pense que c'est peut-être le réveil des peuples, du peuple français ou des peuples européens qui vont comprendre que ce qui s'est passé, en fait, on a été leurrés. Et je pense que c'est la réalité économique qui va nous ramener, parce qu'on va subir toute cette dépendance énergétique qu'on a. Je pense que ça a été sous-estimé et qu'on est juste au début de grosses difficultés en France, en Europe et surtout en France. On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, qui font faillite. Et je pense que c'est que le début. Donc, je pense que les Français, le peuple français va un peu se réveiller, ouvrir les yeux et voir que tout n'est pas si noir du côté de la Russie et qu'il faut. On est proche de la Russie. Et comme j'ai vu le dernier interview de Nicolas Sarkozy, et je suis tout à fait de son avis. Les Américains, ils en sont loin, donc c'est un peu leur jeu, et c'est toujours été le jeu des Américains. Parce que nous, la Russie est un pays voisin, proche, et il faut tout faire pour rester proche, et négocier et rester en bon terme avec eux. Bah, donc je pense que grosso modo, c'est ce qui. Ça va prendre du temps, je pense que ça va prendre du temps parce qu'il y a eu tellement de
comment dire, de diffamation et de contre-vérités qui ont été dites, que l'opinion publique a été un peu emportée dans cela. Et puis, on est comment dire, dans une époque où on vit actuellement à travers d'émotions. C'est-à-dire c'est plus la raison qui prend le dessus, c'est les émotions. Donc tout le conflit a été, surtout du côté occidental, a été géré par les émotions des populations, et c'est ça qui a attisé cette russophobie Mais je vois que ça se calme un peu. Moi, je suis actuellement en France, et quand je discute avec beaucoup de personnes, je vois que ça a Ah, c'est en petite pause. On va revenir un petit peu. vraiment tendance à s'atténuer. Que Je pense qu'il y a un problème de le Wi-Fi en France peut-être marche pas très bien. Peut-être on va revenir à Alexandre où ça capte mieux à Moscou. Justement, Hubert parlait de Nicolas Sarkozy, mais récemment, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, les deux anciens candidats à la présidentielle, ont prôné la négociation avec la Russie. Est-ce que vous, en tant que Français qui vivez en Russie, comprenez-vous la position officielle du gouvernement français, Alexandre? Non. Non, il y a quelque chose il y a quelque chose de fou qui se passe en fait. Je- on a du mal à comprendre l'espèce d'émotion un petit peu animale qui sort, qui transpire en fait des discours et des propos tenus par nombre de responsables politiques français, européens, la Commission européenne ou autres. On a l'impression qu'il y a une espèce de folie qui s'est emparée de beaucoup de gens et on a l'impression d'être vraiment gouverné par des gens irresponsables qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est une guerre. Donc, moi, je ne comprends pas les motivations profondes qui poussent les Européens à s'engager sur le terrain de la guerre pour des causes qui ne sont pas les leurs. Je pense là vraiment qu'il y a une espèce de dérèglement systémique profond et ça me navrine ça me navrine, enfin, ça m'attriste de voir que les élites politiques françaises sont quasiment toutes à l'unisson là-dessus, il y a un narratif unique qui traverse tous les partis politiques quasiment et que donc il y a une espèce de folie qui s'est emparée de tout le monde. Et je pense il y a un énorme, c'est la grande différence entre les élites russes et les élites européennes, c'est que les élites russes réagissent à froid avec de la stratégie, tandis qu'en Europe, on réagit à chaud avec de l'émotion. Et moi, je m'inquiète de voir le président français dire, répéter, marteler que la Russie ne doit pas gagner cette guerre. C'est vraiment quelque chose qui m'inquiète parce que l'objectif, c'est pas de savoir qui va gagner, l'objectif, c'est d'arrêter la guerre, à mon sens. Donc, non, je comprends pas du tout ce qui se passe. C'est vrai que pour nombre de Français de Russie, et un grand nombre d'ailleurs, et notamment ceux qui ont pu rester ou qui ont choisi de rester parce ils vivent ici tout simplement, leurs familles sont ici, et leurs enfants sont scolarisés, etc. Ils travaillent ici. Il y a une forte incompréhension des prises des positions de leur gouvernement par rapport à la réalité de la vie et la réalité de leur vie dans la Russie d'aujourd'hui, en fait. Gilles, un petit mot de conclusion, peut-être quelque chose à ajouter? Ouais, bon, de toute façon, ce sera le rôle des historiens, mais je pense que cette guerre terrible aurait pu être évitée. Hein, c'était appliquer Minsk et de forcer un peu la main des Ukrainiens hein, qui bloquaient. De toute façon, ce pays est sous, comment dire, sous perfusion depuis des années. Et je pense que nous, Européens, on avait les moyens de faire comprendre à Kiev, à partir du moment où on paye, qu'il fallait mettre en œuvre Minsk. Il fallait certainement accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine à condition qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN, et c'est ce qu'attendait la Russie. C'est une réalité. Je crois que d'ailleurs Sarkozy l'a reconnu. Enfin, ça sera le rôle des historiens. Pour l'instant, ce qui qui me préoccupe le plus, on parlait des élites. Les élites russes connaissent bien l'Europe, l'Occident. Les élites françaises ne connaissent absolument pas.
Absolument pas. Et ça donne effectivement des politiques, des émotions, des visions très idéologiques. Hein. Il y a beaucoup de lobbies qui ont la Russie dans le collimateur pour des raisons qui n'ont rien d'économique ou de menaces. Et donc, c'est ça, c'est la méconnaissance occidentale. Et d'ailleurs, pourquoi la Russie tient le coup et le système tient en Russie? C'est parce que nous, on a changé. Au début des années 90, les Russes ne croyaient plus du tout à ce qu'ils avaient fait. C'était une déconstruction, une comment dire, dévalorisation. Le monde, il a changé. La Russie, elle a, surtout depuis les 20 ou 25 dernières années, elle a une croissance, une augmentation de son niveau de vie, elle s'est reconstruite. Et nous, en revanche, Europe occidentale, nous faisons face à des problèmes qui n'étaient pas ceux d'il y a 50 ans, l'immigration, la sécurité, la dépendance économique, etc. Et quand Alexandre parlait de familles qui envisageaient une installation en Russie, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inquiétude qu'il peut y avoir pour l'éducation des enfants en France, compte tenu je reviens sur ces questions d'insécurité, de contenu de l'éducation, etc., font que les Russes qui ont les moyens ou qui adoraient passer leurs vacances sur la Côte d'Azur à Cannes n'ont pas forcément aujourd'hui l'idée que l'avenir de leurs enfants passe par une installation en Angleterre ou en France. C'est ça qui a changé en 20 ou 25 ans. On a peut-être plus changé, nous, pas dans le bon sens que les Russes. Et voilà pourquoi je crois que le système tient, parce que nous avons été admirés, et aujourd'hui, très souvent, c'est plus de l'admiration, c'est de la compassion envers nous. Et ça, il faudrait bien que nos élites le comprennent. Nous ne sommes plus le modèle attractif que nous avons pu être, et que la Russie n'est pas la Russie des années 90, qui était effectivement un repoussoir. C'est plus compliqué aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait penser à mon dernier interview avec l'historien Sylvain Ferreira, qui a dit que si les Occidentaux, les élites occidentaux considèrent la Russie comme ennemie, au moins il faut connaître son ennemi. Absolument. Ils ne le connaissent pas. Bon, on ne va pas rester sur ça, on va rester plus positif. On va continuer notre dialogue franco-russe ou russo-occidental. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans vos activités respectives en Russie et avec la France quand même peut-être aussi. Et moi, je remercie tous les auditeurs qui nous suivent depuis quand même plusieurs années, qui nous encouragent. Merci d'être avec nous. On va revenir bientôt à nos formats habituels, conférences et interviews. Et j'ai besoin de vous toujours, de vos cotisations et de vos dons pour continuer ce dialogue qui ne va jamais cesser. Merci beaucoup. Merci, Irina. Merci, Irina. Au revoir. Au revoir.